Bonjour et bienvenue à la chaîne Trespichado pour une analyse très détaillée des mercato de Pablo Longoria depuis 2020. Je me suis basé pour cela sur toutes les données disponibles sur Transfermarkt concernant les transferts des joueurs, les valorisations des joueurs. J'en ai déduit les impacts des transferts au moment du transfert, donc avec la valorisation du joueur au moment du transfert et le prix d'achat, on en déduit l'impact du transfert. Par exemple, dans le cas de Mason Greenwood, on paye 26 millions d'euros pour un joueur qui vaut 25 millions d'euros. On a donc un impact de transfert de moins 1 million d'euros au moment du transfert. Euh, Il y a toutes les données disponibles dans Transfermarkt qui sont répertoriées dans cette étude. Vous verrez qu'il y a un paquet de transferts, un peu plus de 100 transferts entrants et sortants respectivement. Là, je vous montre les transferts entrants. Si vous voulez les transferts sortants, vous m'en demanderez la copie, je vous la donnerai avec plaisir. Ce qui m'intéresse là surtout, c'est d'aller faire des analyses plus détaillées sur des focus particuliers, sur certains points et sur certaines analyses. En particulier, alors si on regarde déjà dans les grandes masses, au niveau des arrivées, on a quand même des bons coups réussis au niveau des arrivées. En 2022-2023, par exemple, on a payé pour 121 millions d'euros de joueurs et on en a eu pour 171 millions d'euros, si j'en crois l'impact transfert. Alors dans la partie valorisation, il peut y avoir des joueurs en prêt également, donc je vous invite à pas trop faire attention à cette colonne-là, valorisation dans l'immédiat. Ça, c'est la valorisation de l'ensemble des joueurs qui sont arrivés au club à ce moment-là, y compris ceux qui sont venus en prêt ou ceux qui sont revenus de prêt et qui ont pu repartir immédiatement après. Il peut y avoir des joueurs qui sont venus et repartis 2 fois, comme Malinowski en particulier là-dedans. Donc c'est pas tellement une catégorie très intéressante. En revanche, la partie impact, elle se fait sans tenir compte des prêts, et donc celle-là, elle est tout à fait fiable. Les transferts, c'est également ce qu'on a payé en transfert. Alors effectivement, il peut y avoir des différences sur les transferts, ça on n'en tient pas compte ici, mais néanmoins, on peut voir ici que globalement, on a fait des bons coups sur le marché des transferts au niveau des achats. Et c'est sans doute pour ça que la plupart des supporters sont très contents du travail de Pablo Longoria, puisque tous les étés, sur tous les mercatos, c'est excitant. On en a, entre guillemets, pour son argent. On a des très bons joueurs qui arrivent relativement au prix qu'on paye pour eux, et donc relativement aux moyens du club. En revanche, au niveau des départs, c'est là que le bas blesse, puisque par rapport à la valeur des joueurs qu'on a, on a des grandes difficultés à vendre au bon prix, et donc on a des impacts transferts très négatifs tous les ans. Pour prendre l'exemple de la saison 2024-2025, on a eu pour 81 millions de transferts enregistrés, encaissés, et pourtant on a laissé partir pour pratiquement 160 millions d'euros de valeur de joueurs, pour un impact négatif au total de 31 millions, c'est-à-dire qu'au total, les transferts qu'on a encaissés aujourd'hui, ils représentent 81 millions par rapport à une valeur de joueurs qu'on aurait dû avoir de probablement 110 millions d'euros, quelque chose comme ça. Donc on s'est un peu fait avoir entre guillemets, sur les ventes de joueurs, comme tous les ans pratiquement. En net, ça nous fait globalement des impacts transferts qui sont pas très bons, ça montre qu'on n'est pas terriblement bon sur le marché des transferts au jour du transfert. On a tendance un peu à surpayer, et particulièrement cette saison, même sans compter les exercices des prêts avec option d'achat, on est déjà dans le trou d'à peu près 29 millions d'euros globalement sur des transferts qu'on a surpayés ou des joueurs qu'on a vendus à un prix trop faible. Si je rentre plus dans le détail pour voir un petit peu ce qui se passe par catégorie d'âge et par type de transfert. On a peu de succès dans la vente des jeunes, et on a également été assez mauvais dans l'utilisation des transferts gratuits dans son ensemble. Si je regarde assez précisément, année par année, on a été avec un impact au jour du transfert de 29 millions d'euros. On a également vu l'augmentation de la valeur d'effectifs qui a été graduelle les premières années de Pablo Longoria. On a vu une belle augmentation de la valeur d'effectifs qui est à 331 millions d'euros fin 2023. Et là, on est redescendu à 271 millions d'euros, 272 millions d'euros en 2024. On s'attend du coup à ce qu'il y ait des revalorisations Transfermarkt qui ont affecté ça, parce que c'est pas seulement sur le trading joueur qu'on perd de l'argent, on perd aussi de l'argent sur la dévalorisation de notre effectif année après année. Ça, attention, ça inclut aussi la dévalorisation des joueurs qu'on a pu faire partir en prêt par moment, et on a tendance à les oublier, mais quand ils perdent de la valeur, ça finit par se répercuter dans notre actif joueur hors trading. L'impact trading total, il se répercute petit à petit sur les finances du club. C'est de l'argent soit on a généré en étant très malin sur le marché des transferts et en prenant des joueurs qui derrière s'apprécient beaucoup, et donc on finit par avoir un effectif qui vaut plus que ce qu'on a payé pour cet effectif, ou dans notre cas, on a brûlé déjà 200 millions d'euros avec Pablo Longoria, 194 millions d'euros pour être précis, en transferts qui sont décevants, et qui du coup ne produisent pas les effets escomptés, et on a encore 81 millions d'euros à payer en fin de saison pour conserver l'effectif qu'on a cette année. Ce sera l'impact des prêts avec option d'achat et des fins de contrat. Donc dans l'ensemble, ça nous ferait 275 millions d'euros brûlés au 30 juin 2025 pour avoir l'effectif qu'on a aujourd'hui. Il va falloir commencer à sérieusement avoir des résultats pour remonter cette pente. Si on regarde plus dans le détail, catégorie d'âge par catégorie d'âge, on voit que typiquement l'OM dépense beaucoup d'argent sur des transferts de joueurs qui sont jeunes, voire dans la force de l'âge.
que ça se passe assez bien, notamment sur les joueurs qui sont dans la force de l'âge et qui sont mûrs. On achète des joueurs en fait à bon prix. On a plutôt des achats à des tarifs raisonnables sur ces transferts-là. On se débrouille pas trop mal dans toutes les catégories sur la catégorie achat, moins sur les jeunes quand même, hein. Sur la partie vente, en revanche, on vend bien les quelques jeunes espoirs qu'on a vendus de moins de 21-22 ans. On s'en est pas si mal sorti finalement, on a gagné quelques sous en le faisant. Là où on est mauvais, c'est sur la catégorie des jeunes dans son ensemble, mais également des joueurs dans la force de l'âge et des joueurs mûrs qu'on ne vend pas assez bien. Et du coup, on perd de l'argent en net sur chacune de ces catégories-là. Et quand on regarde finalement la catégorie où on est vraiment le plus mauvais, c'est sur les jeunes. Clairement, on a un problème au niveau du recrutement des jeunes qui se traduit derrière sur une incapacité à valoriser des jeunes et à les revendre très cher comme le font nos concurrents et les clubs qui nous vendent les jeunes qu'on veut. Si on regarde du côté des types de transferts qui génèrent des impacts, vous voyez que les prêts payants, les prêts, etc., les fins de prêt, ça rentre pas dans l'impact transfert, sauf pour ce qui concerne alors les prêts payants, l'indemnité de prêt, elle fait partie de l'impact transfert. Mais pour le reste, il n'y a pas d'incidence des prêts sur l'impact transfert, c'est pour ça que vous verrez des différences. Et quand on retrouve en fait les sommes totales des transferts qui ont été effectués, on voit que on a acheté pour 431 millions d'euros 2 joueurs et qu'on en a payé 367 millions d'euros, donc on a eu un impact net de 63 millions d'euros sur les transferts payants qu'on a fait, ce qui est pas mal du tout. On a sur les ventes, quand on vend les joueurs, on a vendu pour 285 millions d'euros de joueurs, on en a retiré 228 millions d'euros. C'est pas si catastrophique que ça, on perd à peu près 20% des prix des joueurs qu'on vend quand on arrive à les vendre, c'est pas si mal que ça. Là où c'est catastrophique, c'est sur les transferts libres, où là on a 86 millions d'euros de joueurs qui ont choisi de nous quitter en fin de contrat, et nous on a réussi à ne recruter que 42 millions d'euros de joueurs en transfert libre sur la même période. La partie prêt, elle a une incidence un peu différente, mais vous voyez que ça a tendance à se compenser, à ceci près que on a valorisé certains joueurs et donc ils sont repartis en fin de prêt à un prix plus élevé que ce qu'on a pu recruter. Et puis bon, il y a aussi des joueurs qui pour l'instant sont en prêt au club et qu'on n'a pas encore libérés, qui ne sont pas repartis en fin de prêt, donc qui augmenteront la catégorie fin de prêt éventuellement du côté des ventes en fin de saison, si jamais ils quittent le club. Si on regarde vraiment plus les impacts de chacune de ces catégories-là, c'est clairement les jeunes et les transferts libres, là où on a des gros soucis d'impact transfert très négatif au jour du transfert. On a tendance à ne pas arriver à valoriser les jeunes qu'on arrive à vendre quand on en vend, et globalement, on va payer très cher ce qu'on achète. Et puis sur les transferts libres, on a beaucoup de joueurs qui nous quittent en fin de contrat quand même dans l'ensemble, et globalement ça s'accumule en termes de valeur perdue. Alors, si on regarde un peu maintenant poste par poste ce qu'on a pu voir dans les données, alors là, plus précisément, si vous allez regarder un petit peu chaque coin du grand graphique qu'on a ici devant soi, en haut à gauche, on va commencer par voir les mouvements des arrivées poste par poste, et vous allez pouvoir constater notamment, quand on arrive en haut du graphique, qu'on a eu des quantités de joueurs importantes qui sont arrivés sur pas mal de postes, mais qu'il y a un poste ou deux qui sont un peu moins bien traités que les autres. Alors en particulier le poste de gardien de but, où on a dépensé assez peu d'argent finalement pour le poste de gardien de but. Le poste de milieu défensif, on a recruté plutôt des milieux axiaux que des milieux défensifs à proprement parler. Et puis le poste d'ailier gauche aussi, où on n'a pas beaucoup recruté, à part Luis Enrique ces dernières années, de spécialistes de ce poste-là. Alors que, par exemple, sur le poste d'avant-centre, clairement, on a mis le paquet, on a mis beaucoup d'argent à ce poste-là, en accumulant année après année ce qu'on a dépensé sur ce poste-là. Si on regarde les moyennes d'âge aussi des recrues, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur la dernière saison, clairement, il y a un gros virement avec des joueurs très jeunes qui nous ont rejoints, un peu comme ce qu'on avait fait en 2021-2022 avec Sampaoli. On a aussi, on peut remarquer que globalement, on a tendance à recruter des gardiens et des avant-centres plutôt expérimentés, alors que sur les autres postes, on peut prendre des joueurs un peu plus jeunes par moment. Notamment, on peut remarquer que le poste d'ailier gauche a été fourni par des joueurs très jeunes, et le poste d'ailier droit aussi dans une large mesure. Si on va de l'autre côté, du côté des départs, on va voir également des départs de joueurs assez matures du côté des transferts payants, notamment les joueurs qui sont cités là-dedans. On va constater notamment la présence de joueurs en fin de contrat ou en fin de carrière qui quittent le club, donc on va bien sûr avoir des joueurs plus âgés à ce moment-là. Et si on commence à regarder ce que ça a comme impact sur les transferts, on voit que là où on a perdu beaucoup d'argent, c'est forcément sur les départs des milieux défensifs et des milieux axiaux, notamment quand on regarde le départ
de Boubacar Kamara, le départ de Florian Thauvin, ailier droit, nous a fait souffrir à un moment donné, et puis le départ de Jordan Verretou, sans doute, nous a fait souffrir cette saison. On s'attend également à ce que celui de Chancel Mbemba nous fasse mal à la fin de la saison 2025. Ça nous coûtera environ 15 millions d'euros de valorisation de transfert-marque qui disparaîtront. Donc tout ça, c'est des mauvais coups qui impactent globalement le bilan de transfert du club, mais sinon, il y a quand même des points positifs à retirer. Si je regarde notamment dans les points positifs, un truc que j'ai été très heureux de pouvoir ajouter à mes analyses, c'est le centre de formation. Et là, on voit que il y a il y a 8 joueurs qui ont rejoint le club officiellement d'après Transfermarkt, qui ont rejoint l'équipe première. Je les ai considérés. Ils ont une petite valeur marchande au moment de leur promotion pour certains d'entre eux. C'est pas le cas des 3 jeunes qui ont été promus cette saison pour l'instant, mais là-dessus, il y a un réservoir de potentiel de valorisation important. Et surtout, c'est un très bon signe pour le club d'avoir ce genre d'opportunité de faire grandir des jeunes joueurs. Profitons-en. Alors, on voit qu'il y en a de plus en plus, hein. Il n'y en avait pas en 2020-2021, un en 2021-2022 et en 2022-2023, et 3 sur les 2 dernières saisons à chaque fois. Des joueurs qui avaient plutôt 19 ans au début du mandat, qui ont tendance à en avoir plutôt 18 sur les 2 dernières saisons. On a vu notamment au poste d'arrière gauche et au poste d'avant-centre, ou d'ailier gauche plutôt, des très jeunes joueurs à être intégrés au club. Je pense que ça doit inclure Enzo Sternal et Emran Soblo, qui doivent faire la différence à ce niveau-là. On a aussi, au niveau des transferts libres, je voulais faire un autre zoom là-dessus pour voir un peu en quoi ça consistait, ces transferts libres, plus précisément. On va retrouver assez rapidement les ventes de Camara et de Thauvin en particulier, qu'on fait très mal du côté des départs. Du côté des achats, on a beaucoup eu de positifs quand on a recruté des joueurs gratuits, notamment pour l'attaque. Alors le premier à 12 millions, j'ai mis un moment à le retrouver, c'était Cédric Bakambu. Et puis derrière, on a eu les transferts de Sanchez et Aubameyang qui ont fait quand même beaucoup de bien à l'attaque de l'OM ces dernières saisons en transfert gratuit. On a vu également Chancel Mbemba rejoindre le club en 2022-2023 pour faire beaucoup de bien au club aussi pendant les saisons où il a pu jouer. Donc des bons coups comme ça qui font du bien sur le marché des transferts et qui ont du coup un impact transfert positif quand on recrute, et les transferts gratuits qu'on laisse filer, ceux-là ils ont un impact transfert négatif d'autant plus fort qu'un joueur a une valeur marchande importante au moment de son départ, comme par exemple Boubacar Kamara qui valait 25 millions d'euros au moment de son départ de l'OM, et donc qui nous a impacté de 25 millions d'euros sur son poste. On espère du coup que Chancel Mbemba et Pablo Longoria vont trouver un moyen de se réconcilier pour éviter qu'on reperde encore 15 millions d'euros en impact transfert en fin de saison. Si on regarde dans le détail par âge de ce qui s'est passé, on peut voir que les joueurs jeunes, ils nous coûtent très cher dans l'ensemble, et qu'ils ne rapportent pas toujours aussi gros que ça. On a tendance à pas faire des super bons coups sur le marché des jeunes, et ça se répercute finalement sur des joueurs qu'on revend à quelques temps plus tard sans perdre beaucoup d'argent mais sans en gagner non plus. Et c'est ça qui nous manque beaucoup aujourd'hui dans l'analyse des joueurs de différentes catégories d'âge qu'on achète et qu'on revend. Sur les catégories mûres et dans la force de l'âge, finalement on ne paye pas si cher que ça les transferts, et donc on arrive encore à peu près à équilibrer nos comptes, voire à carrément être sur des transferts à peu près positifs dans certains cas. La quantité de transferts qui a été effectuée par catégorie d'âge ces derniers temps, on voit que l'essentiel des arrivées, c'est sur des joueurs qui sont quand même plutôt jeunes ou dans la force de l'âge. Quelques joueurs mûrs qui ont quand même été recrutés pour renforcer l'équipe, notamment en attaque ces dernières saisons. Mais à part ça, on est plutôt quand même sur une politique de recrutement de joueurs disponibles tout de suite pour jouer, avec quelques espoirs. Pour l'instant, pas des gros succès sur les espoirs, mais on a tenté de faire des bons coups. Du côté des départs, le gros point de ces départs-là, c'est clairement le départ de Boubacar Kamara qui a fait mal à un moment donné. Un joueur de 22-23 ans, ça coûte forcément cher au club à ce moment-là. Mais globalement, on n'a pas su très bien vendre nos joueurs. Le départ de Guendouzi a également été mal maîtrisé. Le départ de Bamba Dieng était plutôt positif, mais sur le plan en tout cas de la valorisation. Mais je crois que la valorisation s'est reflétée sous la forme d'une augmentation de la valeur du joueur, et qu'au moment où on l'a vendu, c'était pas un spécialement bon transfert, alors que on l'avait valorisé dans le club, donc quelque part c'est pas à la date du transfert que on a réalisé cet impact-là, mais il est quand même quelque part dans l'impact trading qu'on verra, je vous montrerai où il est plus précisément. On a la valorisation de tous ces joueurs-là qui est prise en considération dans ces calculs. Je vous laisse faire un peu le tour de la feuille. Et on peut constater notamment que c'est sur les joueurs dans la force de l'âge qu'on recrute le mieux, où on gagne le plus d'argent en fait en faisant des bons coups, alors que sur les espoirs, pour l'instant, on n'est pas très fort en termes de recrutement. Si je compare d'ailleurs
les transferts gratuits avec les transferts payants, on va voir que, du côté des transferts gratuits, en fait, on a su recruter principalement des joueurs, dans la force de l'âge ou mûrs et que, en revanche, là où on a le plus souffert et là où on a le plus perdu, c'est quand on a perdu les jeunes, en particulier Boubacar Kamara, ça c'est et dans une certaine mesure un joueur dans la force de l'âge comme Florian Thauvin. Heu, En revanche, sur les transferts, payants, là dans l'ensemble, on est quand même assez perdant sur les départs, mais on est plutôt bon sur les joueurs dans la force de l'âge, où finalement on arrive à peu près à tirer notre épingle du jeu. Si je regarde un peu maintenant les 10 meilleures, arrivées et les 10 meilleurs départs. Alors dans les meilleures arrivées, ça vous étonnera pas, on a l'arrivée gratuite de Chancel Mbemba qui valait 17 millions d'euros au moment de son achat. Ça forcément, ça a une grande valeur pour le club. On a également, les arrivées par exemple de Matteo Guendouzi ou de Cédric Bakambu qui au moment de leur achat étaient des supers affaires. Après, Cédric Bakambu n'a pas forcément cartonné comme on l'espérait, mais au prix qu'on l'avait payé, on pouvait espérer mieux. Également, Cengiz Under qui a été plutôt très bien acheté, Samuel Gigot également très bien négocié comme prix et dans les transferts de cette année, bah, Eli Wahi est considéré comme un très bon achat. On considérait aussi l'année dernière qu'on avait fait un bon deal en achetant, Ismaïla Sarr 13 millions alors qu'il en valait 20. Il a un peu perdu de la valeur chez nous, mais on n'a pas fait un mauvais deal. Amin Harit, ça s'avère un très bon deal aussi pour 5 millions d'euros. Ounahi, c'était pas si mal que ça. On l'a payé 8 millions pour un joueur qui en valait 15. C'était un bon deal aussi. Du côté des moins bons deals, bah, Vitinha, on a payé 32 millions d'euros pour un joueur qui en valait 15. Ça, c'était un très mauvais deal. Pour Bamo Meïté, on paye 10,5 millions pour un joueur qui en vaut 6 selon Transfermarkt. Là, on peut espérer qu'il va reprendre de la valeur dans les prochains mois et que par conséquent, on va se rattraper le coup sur ce coup-là. Mais il y a d'autres coups où on n'a pas été bon au niveau des achats, comme Paul Lirola, où on s'en est pas très bien sorti. Le coût du prépayant de Arkadiusz Milik était quand même assez exorbitant également pour même pas en être propriétaire à ce moment-là. Mais bon, ça, on s'est rattrapé sur la revente du joueur après. Donc il y a des joueurs comme ça, Balerdi, on peut dire qu'on a fini par y trouver notre compte. Également Luis Enrique, où on a payé 8 millions pour un joueur qui n'en valait que 5. Bon, bah, c'était pas catastrophique, mais aujourd'hui, on a nettement pour nos 8 millions achetés de Luis Enrique. Il y a des joueurs où on a perdu de l'argent. Bon, bah, c'était pas des grosses sommes qu'on a perdues pour l'instant. Derek Cornelius, il a largement l'occasion de justifier les 4 millions d'euros qu'on a payés et la différence avec la valorisation de Transfermarkt de 2,8 millions. Donc sur la partie achat, il n'y a pas de gros problème, mis à part l'achat de Vitinha en particulier qui a posé problème, et dans une moindre mesure celui de Paul Lirola. Du côté des ventes, là, il y a la meilleure vente qu'on ait faite jusqu'à présent, ça reste Marley Hacké, ce qui m'a fait sourire quand j'ai revu les statistiques. Ça reste, totalement aberrant comme prix de vente, et comme, distinguo avec sa valeur marchande, notamment parce que, il est parti sur un deal qui était une opération comptable. Mais c'est quand même, assez triste de se dire qu'on n'a pas su faire une vraiment bonne vente où on a, cassé la baraque, on a obtenu beaucoup plus que la valorisation indiquée par Transfermarkt. Quand on dit qu'on a enfin réussi à vendre cette saison, effectivement, en 2024-2025, on a 3 des 5 plus grosses ventes et l'autre, c'est Renan Lodi qui est quatrième. Donc là, on a déclenché la machine à vendre depuis cette saison avec des transferts corrects à ce niveau-là, que ce soit Aubameyang, Iliman Ndiaye, Renan Lodi, Vitinha ou dans une moindre mesure Matteo Guendouzi quand on avait fait le prépayant et qu'on avait obtenu 1 million d'euros pour le prépayant. Bon, c'est des deals corrects pour ces joueurs-là. Maintenant, au moment des ventes, il y a des très mauvaises ventes. Bon, bah, clairement, le départ gratuit de Boubacar Kamara et Florian Thauvin, c'est dans le hit parade des pires. Mais les départs de Matteo Guendouzi et Jordan Verretou aussi, ils ont été très mal négociés. Le départ gratuit de Sead Kolasinac, il a fait assez mal. La vente de Douillet Chalet-Tatsar pour seulement 8 millions d'euros, alors qu'on en avait parlé à 16 ou voire 20 ou 25 millions d'euros seulement quelques mois plus tôt, c'est assez mal négocié. Le fait de laisser partir Cédric Bakambu libre, c'était pas un bon calcul. Et pour en revenir à cette saison, ben, on repère encore Pape Gay libre et Jonathan Klaus pour un prix dérisoire. Donc globalement, sur les ventes, c'est vraiment pas terrible. Encore en 2024-2025, on fait une collection de mauvaises ventes, mais bon, il faut peut-être en passer par là pour nettoyer l'effectif. Et voilà, c'est tout pour cette analyse mercato. Dans l'ensemble, du coup, très bon sur le plan des achats, moins bon sur le plan des ventes, vous le saviez déjà. Globalement, on peut se dire qu'avec 275 millions d'euros brûlés en impact transfert, bah, pour un effectif qui vaut à peu près la même chose, on pourrait avoir un effectif qui vaut 550 millions d'euros aujourd'hui, et potentiellement voir un peu des joueurs de meilleure qualité. On peut espérer que ce sera le cas dans quelques mois, quelques années, ou pas. Mais en tout cas, merci Pablo Longoria. Donc merci, surtout abonnez-vous et puis posez vos questions, c'est comme ça que la chaîne vit.